puis du coup, tu as la saison 10 qui démarre, et la saison 10, du coup, on démarre directement par commencer à faire la boucle bouclée avec la saison 1, parce que c'est la dernière saison. Du coup, moi, j'ai vraiment aimé, du coup, globalement, la saison 10, je l'ai plutôt appréciée, même s'il y a beaucoup d'éléments décevants quand même. Je trouve que je pense des saisons 7, 8, 9, 10, je pense que c'est la moins bonne saison des 4, je pense. Mais il y a quand même de très bons épisodes, et des très bons, et bien sûr, comme c'est une saison finale, ils essayent de ramener le plus d'acteurs possible. Bon, je pense qu'ils ont beaucoup regretté le fait de ne pas avoir réussi à ramener Christian Kruk en Lana. Je pense que c'est le personnage qu'ils n'ont pas réussi à ramener malheureusement, mais sinon ils ont quasiment ramené tous les persos importants de la série qui étaient vraiment importants, et ça c'est cool. Mais du coup, j'ai bien aimé le premier épisode, du coup, bon, c'est là qu'on se pose des questions de comment ils vont faire pour ramener Lex Luthor, parce que tu dis, Michael Rosenbaum, c'est bien gentil que t'aies quitté la série pour des problèmes de contrat, etc. Tu joues Lex Luthor, on peut pas terminer la série sans Lex Luthor. Et je sais qu'ils ont essayé de l'engager pour 9 épisodes dans cette saison 10, il a dit non. Et heureusement pour eux qu'il est venu pour le dernier épisode, parce qu'à la limite je pense que c'est mieux qu'il soit revenu pour le final, parce que cette saison est tellement centrée sur Lex Luthor, que du coup on te le tease tellement pendant 22 épisodes, que quand tu vois enfin le vrai Lex Luthor à la fin, Michael Rosenbaum, bah ça fait quelque chose, et tu mérites. Tu as la récompense que tu mérites d'avoir pour avoir suivi tous ces épisodes-là. Notamment dans cet épisode-là, du coup, tu découvres qu'il y a une salle de clonage avec plein de clones de Lex Luthor. T'as un clone de Lex Luthor gamin que Tess va prendre sous son aile. Et ça c'est un arc aussi très intéressant de Tess. Tess, pour réécrire un peu la destinée des Luthor, pour éviter qu'elle devienne une Luthor méchante comme tous les Luthor, elle va essayer de prendre ce clone enfant de Lex Luthor et en faire un humain meilleur. Du coup, elle va essayer presque de racheter, de donner une deuxième chance à Lex Luthor en faisant ça. Et en faisant de ce Lex Luthor là presque son fils et tout. Et ça, c'était un arc qui était très intéressant. Et à côté, tu avais ce Lex Luthor là, tu avais le Lex Luthor vieux, le Old Man Lex Luthor, qui va du coup tendre le même piège à Clark que dans les comics, que dans le tout premier épisode de la série. Et du coup, il va kidnapper Lois dans la ferme des Kent et la mettre en épouvantail avec le gros S sur son torse. Donc exactement la position qu'avait Clark durant le premier épisode de la série. Donc on fait une petite boucle assez cool, avec ce Lex du coup qui parle à Clark, ce Lex qui meurt parce que c'est un clone qui peut pas vivre longtemps. Et du coup Clark qui sauve du coup le Daily Planet en portant le globe du Daily Planet. Et ça en termes d'effets visuels ça marchait assez bien, c'était cool et c'était assez intéressant aussi. Et du coup à la fin tu as du coup John Schneider qui revient dans la série en tant que Jonathan Kent. Et là ils ont bien profité du retour de John Schneider. Là c'est que là John Schneider ils ont fait tu reviens pour la dernière saison, on va te faire apparaître 4-5 fois dans la saison quand même. Donc là ils ont bien profité de son retour. Ouais, il débarque en mode fantôme, c'est très touchant de le voir du coup parler avec Cal, le fait que Cal s'apprête à affronter son plus grand ennemi et que c'est Jonathan dans la lumière qui lui dit qu'il faut qu'il s'y prépare, que c'est presque fini, etc. Du coup c'était un caméo qui était très touchant de la part de Jonathan et c'est très cool de revoir John Schneider après 4 saisons d'absence du coup depuis la mort de son personnage. Ensuite t'avais un épisode qui était plutôt cool où du coup on t'introduit définitivement la Suicide Squad. Donc tu as Oliver qui s'est fait torturer durant l'épisode par Rick Flag du coup. Un Rick Flag qui est plutôt cool, j'ai bien aimé le Rick Flag. C'est un peu l'image que je me fais de Rick Flag dans les comics. Le Rick Flag avec du coup son t-shirt jaune, ce côté militaire patriote ultime, qui a une vision particulière et qui est très autoritaire sur cette vision-là. Donc je trouve que le Rick Flag fonctionne plutôt bien. Ou du coup, Alison Mack a cédé. Peut-être qu'elle a cédé parce qu'elle devait faire des kidnappings de filles pour sa secte, mais a cédé au créateur et a choisi d'être quasiment absente de cette saison 10, parce que je pense qu'elle en avait marre, ça fait 10 saisons. Donc, elle apparaît dans quoi 8-9 épisodes quand même. Donc elle est quand même là pour conclure la série quand même, elle est quand même présente, mais elle est quand même absente durant une grosse partie de la saison, du fait que l'actrice en avait certainement marre de rester. Et j'ai tellement de respect pour Tom Welling, qui est le seul acteur qui a fait tous les épisodes, les 218 épisodes de cette putain de série. Le mec, mentalement, ça a dû être tellement quelque chose. Le mec, il a tenu les 10 saisons pendant 10 ans, tu vois. Pendant 10 mois de sa vie chaque année, quoi. Donc, vraiment, respect à lui pour avoir tenu la cadence, parce que tous les acteurs ont flanché, sauf lui, tu vois, donc bravo à lui. Du coup, ils ont fait tout le délire de Chloé, qui fait partie de la Suicide Squad, qui disparaît durant plusieurs épisodes, qui aurait été kidnappée, etc. Du coup, ils font tous ces délires-là, où tu as Oliver, qui comprend que Chloé s'est sacrifiée pour elle, etc. Et donc ça marchait bien. Ce qui était intéressant dans cette saison, c'est que comme il y a de plus en plus de super-héros, comme on assume de plus en plus du côté super-héros, notamment avec Clark maintenant qui rechange le costume avec sa veste rouge, avec le S, bon là ça fait très CW, et le S est à moitié fermé, et la veste est à moitié fermée, comme ça fait pas le S complet bien sûr, parce qu'il est pas encore Superman, alors que Martha lui a déjà donné le costume en plus de Superman, comme dans les comics d'ailleurs, elle lui a fait un costume, donc ça c'est cool. Et en fait ils ont fait un peu un truc à la Civil War, où tu as le gouvernement qui s'incruste dans le monde des super-héros, et qui veulent créer une loi
de super-héros où les super-héros doivent bosser pour le gouvernement, sinon ils sont considérés comme des criminels. Donc ils ont fait Civil War dans Smallville, et je crois que dans le contexte de cette saison 10, le fait de montrer, de beaucoup plus développer le point de vue des super-héros, si t'avais tout un épisode où justement tu as Clark qui regarde des vidéos de fans, qui adore son travail, qui adore le blur, etc. C'était assez touchant, qui marchait bien, ça c'était cool. Et à côté, on te développe des personnages qui détestent les super-héros, qui sont contre les super-héros, notamment Cat Grant, du coup, qui remplace du coup Lois dans cette saison 10. Donc qui est pas la même Cat Grant qui avait été référencée dans la saison 9, mais une autre, ce qui est complètement débile, hein, mais bref. Donc Cat Grant dans les comics, c'est un peu c'est la journaliste sport, Cat Grant dans les comics, c'est un peu la journaliste sexy, people, qui est un peu amoureuse de Clark et tout. Là, c'est pas du tout ça. Là, ils ont voulu en faire la meuf chiante avec une voix insupportable, qui déteste les super-héros, qui a trop de présence et tout, qui est trop chiante. Du coup, là, la Cat Grant est... En gros, ils ont voulu créer une alter ego négative à Lois. Ça marche plutôt bien, après j'avoue que ça marche tellement bien que c'est vrai que moi je la trouve insupportable dans cette saison 10, j'ai vraiment du mal avec son personnage. Et du coup ils t'introduisent Deadshot, et bien sûr avec la mise en scène très années 2000 de Smallville, dès que Deadshot tire une balle, bah ils te font des gros slow motion, on suit la balle et tout, et c'est super cool et ça marche super bien. Et du coup c'est assez cool de voir le Deadshot un peu en mode cowboy, un peu c'est une version de Deadshot que j'aime bien, le Deadshot un peu plus cowboy, un peu plus country dans le design. Donc c'est un épisode qui marchait plutôt bien avec Deadshot, même si on le voit pas tant que ça, mais du coup ça tease encore la Suicide Squad et c'était intéressant. Et du coup on te développe tout ce côté là des super-héros qui sont mal vus par Cat Grant. Cat Grant déteste les super-héros, alors que durant toute la saison, elle va se faire sauver par des super-héros. Du coup, tu as des situations humoristiques qui sont assez marrantes. Et du coup, tu as l'épisode où tu as Gordon Godfrey. Donc Gordon Godfrey qui est dans les comics un membre de Apocalypse, de Darkseid, et qui va rejoindre la Terre pour se faire passer pour un journaliste qui va du coup insulter les héros à la télé. C'est un peu le Lee Jonah Jameson de Superman, un peu dans ce là. Sauf que dans la série, ils en ont fait un vrai mec qui déteste les super-héros, qui va être contrôlé par les agents de Darkseid, qui est contrôlé par Darkseid, je crois, dans cet épisode-là carrément. Et écoute, tu as Supergirl qui intervient dans cet épisode-là et qui devient une super-héros de façon publique. Donc il y a toute une confrontation qui est intéressante sur Clark et elle, où elle est en train de sauver les gens à découvert, alors que Clark, bah lui, il veut pas les sauver à découvert. Alors qu'on sait qu'à l'avenir, il va devoir les sauver à découvert à un moment donné aussi. Donc il y a ça qui est intéressant. Et écoute, c'est la première fois que Superman affronte Darkseid. Donc Darkseid, qui est le méchant de cette saison, mais qui est très peu présent parce qu'ils n'ont pas la thune. C'est que Darkseid, du coup, j'avais trouvé sa première scène assez flippante, quand tu le vois sortir de la tour, tu vois les corbeaux qui arrivent, la fumée qui arrive, et là, boum, tu vois la forme de Darkseid apparaître. Je trouvais que ça faisait très horrifique et ça marchait bien. Cette saison a une vibe très film d'horreur de manière générale, en grande partie grâce à l'univers de Darkseid. Et je crois que c'était assez intéressant de vraiment traiter Darkseid comme le diable. C'est clairement le diable, c'est le mal absolu, c'est le mal incarné, et il n'y a aucune rédemption en lui. Il contrôle tous les gens qui n'ont pas un cœur pur, du coup. Donc il y a une rivalité qui est claire avec Clark qui est assez intéressante. Bon, comme ils n'ont pas le budget pour faire le vrai Darkseid extraterrestre avec ses vaisseaux spatiaux, ses paradémons, etc. Là, ils ont fait le Darkseid de Final Crisis, où Darkseid n'a plus de forme physique et du coup vole le corps d'un humain et essaie de contrôler le monde entier en leur donnant des signes Oméga sur le front. Donc c'est exactement ce qu'ils sont adaptés dans cette saison-là. Bon, après c'est quand même dommage de ne pas avoir eu le vrai Darkseid et de voir un peu comme Galactus dans les 4 Fantastiques 2, de voir Superman affronter une fumée durant toute la saison, tu vois. Après, je crois qu'il y a que 2-3 fois qu'il apparaît en Darkseid et le design est cool, mais malheureusement c'est trop peu malheureusement et c'est assez dommage. Mais voilà. Mais écoute, cet épisode-là était plutôt sympa pour introduire Darkseid, Godfrey, etc. Ça marchait assez bien. Et puis tu vois, je pense l'un de mes épisodes préférés de la série, vraiment un épisode coup de cœur que j'ai vraiment adoré, le 200e épisode. Et comme c'est le 200e épisode, on te fait un épisode très très spécial qui va également rendre hommage à la série de manière générale, qui est un épisode où Clark et Lois vont retourner du coup au lycée, du coup, ils vont retourner au lycée célébrer les 10 ans de fin de lycée, ou je sais plus ce qu'ils célèbrent, je sais plus ce qu'ils célèbrent en particulier. Et du coup, dans cet épisode-là, c'est super intéressant parce que du coup, t'as Clark qui retrouve des anciens élèves, qui se rappellent de lui, comment ils ont changé. T'as Lois aussi qui se rappelle du peu de temps qu'il a passé dans le lycée. Et écoute, tu les vois fêter le bal de comeback du lycée. C'est assez touchant, ça te rappelle les premières saisons de la série, c'est assez cool. Et en parallèle, tu as Brainiac 5 qui débarque. Du coup, Brainiac 5, qui est une version de Brainiac qui est gentille, c'est une version de Brainiac qui a été recorrigée par la Légion des super-héros. Et du coup, c'est intéressant parce que Brainiac, c'est un acteur iconique de la série, donc c'est cool que James Masters revienne dans le rôle et joue un Brainiac gentil. Et du coup, durant cet épisode-là, c'est un gros trip nostalgique, où du coup, Brainiac, pour montrer à Clark son avenir et pour le mener vers le droit chemin, il va lui faire revisiter certains des plus gros moments de la série. Il me semble qu'on revisite une scène avec Lana Lang, l'une des premières. On revisite la scène de la mort de Jonathan, où enfin, Clark découvre exactement comment Jonathan est mort et la confrontation qu'il a eue avec Lionel.
Putain, on a attendu 5 saisons pour qu'il le sache. Et j'ai adoré toute la partie où il l'emmène dans le futur, où du coup là Clark se retrouve dans le futur, et là il confronte le Clark Kent du futur, qui du coup comme lui vient du futur, sait que cette séquence allait arriver à lui dans son présent. Du coup c'est assez intéressant de voir la boucle bouclée. On voit légèrement Superman, je crois, dans cette saison-là. On voit la Lois Lane classique, Lois Lane des comics, qui rencontre du coup ce Clark Kent qui est complètement paumé, et Clark qui sauve, je crois, l'hélicoptère dans cette saison. Donc c'était assez cool du coup de voir Clark Kent confronter son futur, son passé, son présent, pour aller dans l'avenir. Et ils ont carrément fait revenir le méchant de la saison 2, le méchant de l'épisode 2 de la saison 1, le méchant moustique mouche de la saison 1, épisode 2, qui revient 198 épisodes après. Et écoute, tu as Clark qui le reconnaît, et en fait le gars est devenu gentil en fait. Le mec a été en rédemption, le mec est devenu bien, le mec a été inspiré par Clark. Et du coup, j'ai trouvé ça très touchant, tu vois, de voir le changement qu'il y a eu entre le début de la série et la fin de la série, où maintenant même un vilain que Clark a épargné durant les premières saisons, bah, il a vu le droit chemin, il a eu l'espoir, il a vu la rédemption, et c'est exactement ce que Superman est censé représenter, c'est le droit chemin, quoi. Et ça, c'est super intéressant, même la séquence où tu as Brainiac qui montre à Clark que Oliver est dépressif, qu'il a besoin de lui et tout, et je crois que c'est dans cet épisode-là que Oliver dévoile au monde entier qu'il est Green Arrow, et ça aussi, c'est assez intéressant par la suite, notamment dans tout l'arc gouvernemental qu'ils font sur les super-héros, ça marchait assez bien. Et ouais, c'est un épisode qui était assez touchant, on revisite le passé, le présent, le futur, et du coup, Clark retourne à l'école pour revisiter tout ça, ce côté nostalgique, et voir l'avenir avec l'aide de Brainiac 5, et c'était cool de voir un Brainiac gentil pour une fois. Et je crois que c'était là que du coup Oliver avait dévoilé son identité. Après, je trouve dommage qu'ils aient pas fait tant que ça sur l'identité d'Oliver. C'est que oui, tu as des épisodes où Oliver se cache, il met des costumes et tout, il veut pas que les gens le reconnaissent dans la rue, etc. Mais c'est vrai qu'en vrai, le fait que Oliver ait dévoilé son identité, ils sont pas trop foulés dessus, ils auraient pu faire bien plus, ils auraient pu bien plus exploiter le côté un peu cataclysmique un peu de cette situation, c'est assez dommage. Par contre, je pense qu'il y a le pire épisode de la saison qui débarque, c'est l'épisode sur Isis, donc épisode qui fait référence à Black Adam, parce que du coup tu as une archéologiste qui s'appelle Adriana, qui est Isis dans les comics, sauf que là, dans cet épisode-là, c'est Lois qui devient Isis, et du coup tout l'épisode c'est Erika Jones, qui est contrôlée par la déesse égyptienne Isis. Et je trouve pas qu'Erika Jones se joue bien. Je trouve ça très kitsch. En plus, on lui donne des pouvoirs, on lui donne des costumes, etc. un peu kitsch. Et cet épisode-là, vraiment, rien à foutre. Tu vois, c'était vraiment pas très intéressant. Ils voulaient faire un truc à la momie, j'imagine. Mais vraiment, à part faire une légère référence à l'univers de Black Adam avec Isis, Osiris, etc., ça servait à rien, c'était pas intéressant, et franchement on aurait pu s'en passer. Cet épisode-là, c'était l'un des pires. Comme l'épisode suivant, je suis mitigé parce que c'est un épisode concept. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un épisode un peu à Jane Austen, un épisode à la Pride and Prejudice. Donc un épisode qu'ils ont eu dans un village avec des gens qui sont complètement déconnectés d'internet. On dirait qu'ils vivent dans les années 1800-1900. Ils font des feux de bois, ils ont des fêtes de village, etc. Et Clark et Lois se retrouvent enfermés là-dedans. Et en vrai, je crois que c'était intéressant, j'étais en mode, mais dans quel délire on est là? Et au final, plus tard dans l'épisode, tu découvres qu'en fait c'est une secte, et c'est une secte qui ont vu la chute des météorites comme un appel de Dieu. Et chaque année, depuis que les météorites sont arrivés sur leur village, la moisson, les plantes, l'agriculture a évolué de façon exponentielle. Leur village a été récompensé de nourriture, etc., d'élevage. Et du coup, ils voient la chute des météorites comme un cadeau de Dieu. Et du coup, tous les ans, ils effectuent un sacrifice pour que Dieu puisse continuer à les bénir, en gros. Et du coup, je trouvais que le concept était super intéressant de voir un nouvel aperçu de cette chute des météorites, qui est le truc qui a démarré la série. C'est le truc qui a démarré la série depuis 10 saisons. Et de voir un point de vue complètement différent sur ce truc-là qui marchait super bien, ou un moment où du coup Clark n'a pas ses pouvoirs durant tout l'épisode parce qu'il y a la kryptonite partout qui enlève ses pouvoirs, du coup il doit se débrouiller tout seul, et à la fin il récupère ses pouvoirs, et là tout le monde le voit comme un dieu, et du coup on arrête d'essayer de le tuer lui et Lois. Donc je crois que c'était un épisode concept un peu en mode film d'époque, qui était assez intéressant, un petit peu en mode Smallville version petite maison dans la prairie, on va dire, c'était assez rigolo. Donc le concept était intéressant, c'est pas un épisode que j'ai adoré, mais c'était plutôt intéressant comme délire, il y avait un côté thématique qui était pertinent. En tout cas. Puis t'as un épisode qui était plutôt marrant aussi sur la famille Lane. Du coup, tu as Michael Ironside, qui est un grand acteur mythique des années 80 qui revient, je crois qu'il avait pas joué le général depuis 4 saisons quand même, donc c'est cool de le revoir, ou 5 saisons. Du coup, tu as le général Lane qui débarque à Smallville et qui va en fait juger Clark, parce que du coup, Lois et Clark sont en couple. Oui, en plus, je crois que dans l'épisode 2 ou 3, Clark a enfin dévoilé son identité à Lois, et bien sûr c'est assez touchant, surtout que Lois avait déjà deviné qui il était, le flou, etc. Donc maintenant c'est cool, parce que maintenant, au moins dans les 20 derniers épisodes de la série, tu es à fond dans la relation Lois et Clark, où Lois, durant toute la série, va aider Clark, va comprendre pourquoi il doit s'en aller, va tout faire pour faire en sorte qu'il aille bien, etc. Et je trouve qu'ils ont une super alchimie, où là, Lois reste un peu taclante, elle clash un peu Clark, elle rigole avec lui, etc. Mais
elle a un côté déjà plus émotionnel, elle a un côté plus touchant, elle a un côté plus responsabilité qui est assez fort. Et je trouve que leur binôme porte clairement les dernières saisons de la série. Hein. Lois et Clark, le binôme fonctionne à merveille. Et du coup, tu as cet épisode qui était assez rigolo où tu as du coup le général Lane qui va du coup juger le nouveau mec de sa fille, du coup qui est Clark. Et justement, durant tous les épisodes, il va suspecter que Clark ait des pouvoirs ou travaille avec des super-héros. Et du coup, il a été envoyé pour ça en vérité. Il y a aussi Lucy Lane qui est là, le Lucy Lane qui va essayer de piéger Lois en faisant croire que Clark l'a embrassé, etc. Bon, Lucy Lane, ça n'a jamais été ouf la manière dont ils ont développé le personnage, hein, l'actrice Peyton List. C'est un épisode qui était rigolo, tu vois, parce que du coup, le général Lane, c'est le général, le militaire, très froid, très carré, c'est le pire beau-père que tu puisses avoir, tu vois. Il va donner des consignes à faire à Clark qui sont insurmontables à faire, il va tout faire pour montrer au père qu'il aime sa fille, et à la fin, le général va quand même l'accepter comme amant de sa fille, du coup, il va le respecter, donc ça c'est cool, et c'était assez intéressant, ça marchait assez bien, puis Michael Ironside, super acteur, encore une fois, il a rendu charisme, c'est une grande légende du cinéma, techniquement, donc c'était bien. Et autre épisode qui fait un peu le lien encore sur la famille, c'est que là, après le père, c'est la mère. Là, c'était un épisode qui était très concentré sur le côté maternel, avec du coup, et c'était l'une des derniers grands acteurs-actrices de l'univers de Superman qui n'avait pas encore intégré la série à ce moment-là. C'est Terry Hatcher, du coup, qui joue le rôle de la mère de Lois. Et c'est un épisode qui était assez touchant parce que du coup, tu as Lois qui va enfin découvrir les derniers enregistrements de sa mère avant qu'elle décède de son cancer. C'est marrant de voir que Terry Hatcher, on pouvait pas la voir, on l'a vu qu'en vision, on dirait, c'est rigolo. Mais écoute, du coup, tu as Terry Hatcher qui dit à quel point il aime Lois, qui sait qu'elle sera une femme incroyable, qu'elle est fière d'elle, etc. Et du coup, c'est une séquence qui est très touchante de Lois, où Clark laisse Lois tranquille et va la laisser se confronter à ses propres démons. Sa mère, en fait, sa mère qui est morte, le fait qu'il soit pas allé la voir quand elle était en train de mourir à l'hôpital, etc. Alors qu'en fait, c'est elle qui a demandé à ce qu'elle ne vienne pas la voir et tout. Et du coup, c'était assez touchant de voir du coup Terry Hatcher qui fait la passation de Lois en Lois à Lois, du coup, en jouant la mère de Lois, en disant qu'elle l'aime, etc. C'était assez fort en émotion et ça marchait bien. Pour beaucoup, l'apparition de Terry Hatcher, ça va être l'une des apparitions les plus légères d'interprètes de personnages de l'univers de Smallville, de l'univers de Superman. Mais je pense que c'est l'une des plus marquantes. C'était très touchant l'apparition de Terry Hatcher dans le rôle de la mère de Lois, et c'était une bonne passation de pouvoir, telle l'apparition de Christopher Reeve dans les premières saisons de Smallville en Swan, du coup. Donc c'était cool. Et à côté de ça, on continue le côté film d'horreur, un peu Shining-esque, je trouve, un peu Misery. Du coup, on introduit le personnage de Granny Goodness, donc la mère grand de Darkseid, qui est cette grand-mère, du coup, cette fausse grand-mère gentille, toute mimille, qui en vérité est une guerrière qui kidnappe des enfants et qui les élève de façon à ce qu'elles soient des guerrières. Et du coup, on t'intègre une version qui est un peu différente des comics des Female Furies. Donc les Female Furies, c'est les femmes de Darkseid. C'est les 3 femmes que Mère Grand a entraînées pour qu'elles deviennent des guerrières capables de tuer n'importe qui. Donc t'as la China, t'as Stompa, t'as Madariat qui est un peu la folle du groupe. Bon, c'est pas du tout comme des comics où normalement ils viennent d'Apocalypse, c'est des aliens, etc. Là, ce sont des gamines qui ont été élevées depuis leur enfance par Granny Goodness dans une sorte d'orphelinat un peu de femmes tueuses. Donc c'était quand même rigolo à voir. Bien sûr, ils ont des griffes en kryptonite parce qu'il faut de la kryptonite, parce que sinon, un épisode de Smallville sans kryptonite n'est pas Smallville, on va dire. Mais je trouvais que l'épisode marchait plutôt bien, surtout que du coup tu avais tout ce moment-là où tu as Tess qui comprend qu'elle a vécu une partie de son enfance chez Mère Grand, que c'est en partie grâce à elle qu'elle est devenue une femme forte, et ça aussi c'était assez intéressant à développer. Et je trouve que l'actrice de Mère Grand marche super bien parce qu'elle a ce côté creepy de grand-mère, avec ce côté très Shining dans la maison qui est un peu hanté, donc ça marchait assez bien. Et je sais plus si c'est dans cet épisode-là qu'on découvre que Tess est la sœur de Lex Luthor, je crois, parce que c'est là qu'on te dit que Lionel l'a mis dans une maison, l'a emmené dans un orphelinat, et c'était cet orphelinat-là. Donc du coup, t'as le choc de Tess, qui durant toutes ces saisons fait tout pour devenir quelqu'un de bien, rejoint l'équipe dans la Watchtower et devient une membre de la Ligue. C'est assez touchant parce que Tess, elle a fait des conneries durant toutes les saisons, elle a fait des choses négatives, mais elle essaye de contrer sa destinée de Luthor et de devenir quelqu'un de bien, et là, boum, elle découvre que biologiquement, elle est véritablement une Luthor. Du coup, bon, moi je le savais déjà, mais en vrai, en termes d'arc narratif, je trouve que ça marche assez bien parce qu'en vérité, elle sera toujours une Luthor, ça fait partie de son sang, bien qu'elle va tout faire pour essayer de s'en éloigner moralement parlant. Donc c'était assez intéressant. Et puis du coup, ils ont fait tout un double épisode avec Slade Wilson, bon, une sacrée réinvention de Slade Wilson de Deathstroke. Du coup, tu as ce militaire qui se fait passer pour un gentil militaire qui va tout faire pour arrêter tous les justiciers. Et du coup, tu as Slade qui affronte Aquaman et Mera. Et du coup, tu as Mera qui est introduite. Bon, Mera est pas ouf dans la série. Du coup, ils ont vraiment fait une Mera en mode Arthur. Maintenant, il a une copine. Et du coup, Lois elle est un peu jalouse parce que Lois était avec Arthur à l'époque. Et du coup, Mera drague un petit peu Clark puisque tout le monde se drague, bien sûr. Du coup, toujours aussi drôle de revoir Alan Richardson dans cette série. Et maintenant qu'il a percé de fou avec Reacher, c'est toujours aussi drôle. Mais du coup, on t'a trouvé le personnage de Mera, bon, de façon très vite, en mode voilà, c'est ma meuf, elle vient d'Atlantis, elle m'aide. Tu vois, bon, bien sûr, ça Smallville, elle est sexualisée de fou. On aime bien la filmer de façon un peu femme fatale, tu vois. Donc pour ado, donc c'est rigolo, tu vois. Mais ouais, Mera, en vrai, Mera, elle est pas ouf. Hein.
la série elle est pas très importante. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout le fait que du coup tu as Oliver qui accepte de travailler pour le gouvernement pour piéger Slade Wilson, et du coup tu as Slade qui torture Aquaman et Green Arrow, et ça c'est intéressant du coup de voir ce militaire qui hait les super-héros, qui veut tous les tuer. Bon, et à la fin on fait croire qu'il meurt, en vérité non, il survit à l'accident. Et ensuite tu as l'épisode justement où tu as Slade qui est plus ou moins devenu Deathstroke. Bah en fait après ils ont pas vraiment fait Deathstroke. Au lieu d'en faire le super soldat militaire qui devient un mercenaire, là ils en ont fait un général militaire de A à Z qui est parti en cacahuète, qui a son pseudo cache-œil bloqué, qui a un petit code couleur orange-noir quand même, et qui se bat avec une épée quand même à la fin. Donc ils ont mis des éléments de Deathstroke, mais c'est une réinterprétation très très libre de Deathstroke, en sachant que c'était la toute première adaptation, je crois, de Deathstroke aussi, en live action d'ailleurs. Où du coup, tu as cet épisode-là où du coup, tu as tout l'entourage de Clark qui est soumis à un interrogatoire par les militaires, etc. Ils sont mis en danger, etc. Et puis à la fin, tu as le combat entre Hawkman et Deathstroke, où Hawkman meurt et Deathstroke est battu par Clark. Et du coup, Hawkman était assez cool dans cette saison, c'est que du coup, Hawkman, c'était sûr qu'elle allait mourir, parce que durant les 2 dernières saisons, il arrêtait pas de dire qu'il veut mourir, qu'il veut rejoindre sa femme, que de toute façon il sera réincarné, donc c'est pas grave s'il meurt, etc. Et donc j'ai bien aimé toute la partie où Lois avait quitté le Daily Planet et bossé en Égypte pour faire du journalisme archéologique. Et écoute, tu as Carter qui avait été envoyé par Clark pour surveiller Lois. Et écoute, tu avais Carter qui était en mode archéologue, ce qui est quelque chose qui fait très Hawkman, hein, le fait qu'Hawkman soit archéologue bien sûr. Donc tu avais encore une vibe très momie dans cette ambiance-là qui était assez cool. Où justement tu as Carter qui raconte l'histoire de sa vie, de sa malédiction avec Hawkgirl, etc. Et qui embrasse Lois sans faire exprès. Bon, ça c'est le truc année 2000 où il faut que tout le monde s'embrasse, voilà. Mais je crois que ça rendait le personnage touchant, le fait qu'il racontait, le fait que Lois lui ait rappelé Hawkgirl, le fait qu'il veuille que Clark soit avec Lois comme lui était avec Hawkgirl à l'époque, avec Shayera du coup. Et je crois que c'est comme une fois, je trouve que l'acteur est bon, on ressent l'expérience dans son personnage et c'est assez touchant. Et du coup, le moment où il meurt, bah du coup, bon. C'est une mort très classique hein, de super-héros. Hein. Le combat était pas dingue, mais la mort est très classique. Hein. C'est qu'il met 10 minutes à mourir, c'est que le mec il est par terre, il est en train de parler longuement à Clark avant de mourir, lui donner toutes les leçons de morale avant qu'il meure. Donc voilà. Ouais, c'était un épisode qui marchait assez bien, avec Hawkman qui se sacrifie, et c'était cool, c'était simplement cool de développer tout ce côté-là sur ces militaires qui veulent essayer d'anéantir tous ces super-héros-là, notamment avec Rick Flag et tout, qui veulent plus ou moins s'allier avec les héros, mais sauf qu'ils sont pas exactement dans le même camp en vérité. T'avais également l'épisode avec Ultraman, ouais c'est ça. J'ai un peu du mal avec ça. Du coup, ils ont fait un épisode univers alternatif avec Ultraman et Lionel Luthor. Où du coup, c'est un univers alternatif où Clark a été adopté par Lionel Luthor et est devenu un Luthor, et peut-être même devenu le Luthor. Et du coup, dans cet univers-là, Lex est mort et Lionel adorait Lex. Et dans cet univers-là, Tess est la fille de Lionel, et Lionel la considère comme sa fille, sauf qu'elle est en couple avec Clark, et du coup il y a un côté presque incestuel dans le truc qui est très bizarre. Du coup il y a vraiment ce côté Superman négatif, où il a le t-shirt Ultraman, etc., où du coup on est un peu sur le côté Superman dictateur, c'est un peu ce là. Du coup ils adaptent plus ou moins le Ultraman des comics, donc le Ultraman qui est le Superman méchant dictateur du syndicat du crime. Après, il n'y a pas le syndicat, là, il y a juste Clark. Mais c'est intéressant de voir un univers parallèle où tu as Lionel qui est un pur connard. Après, j'avoue que personnellement, surtout qu'après, il va devenir un personnage important, j'ai un peu du mal avec le fait qu'on ait ramené John Glover en Lionel, dans le sens où John Glover, dans cette saison 10, on le ramène vraiment pour nous rappeler les bons souvenirs, pour nous ramener au Lionel de l'époque assez cool et tout. Mais en vrai, moi, c'est vrai que ça me dérange parce que Lionel, je trouve que ça entache l'image de Lionel. C'est comme, oui, c'est pas le même Lionel, c'est un Lionel d'un autre univers, mais je trouve que ça entache l'image qu'avait Lionel. C'est que Lionel, il a vraiment eu tout un arc où il est passé de giga connard à un homme bien qui était prêt à mourir pour la bonne cause. Il est mort avec des défauts, mais il est mort en tentant d'être quelqu'un de bien. Et là, pour le plaisir des fans, on réintroduit un Lionel qui est un giga connard capitaliste, qui est vraiment un giga FDP. Et j'ai du mal avec ça, ça fait vraiment, bah vas-y, on ramène John Glover parce qu'il a du charisme, parce qu'il est cool. Mais je trouvais ça abusé, surtout que du coup, ils ont mélangé l'arc des clones avec Lex, avec lui qui vient d'un autre univers, avec Tess qui est en fait la fille de Lionel, mais pas de ce Lionel-là, mais il va faire comme si c'était sa fille. Hello à tous, je mets en pause cet audio parce que l'audio m'a complètement lâché durant 35 minutes de vidéo et je ne le savais pas, du coup je vais devoir tout refaire à l'oral. Je vais quand même garder mon visage illustré sur cette vidéo parce que j'ai la flemme de réinstaller tout mon matériel et comme ça vous aurez de l'illustration visuelle malgré tout. Et donc je vais donc redire tout ce que j'avais à dire alors que j'étais content d'avoir enfin terminé avec Smallville. En fait non, cette série revient pour me hanter, donc nous allons continuer de reparler de Smallville. Et donc à ce moment de la vidéo, je parlais du fait que j'avais du mal avec le retour de Lionel, qui pour moi entachait un peu la réputation du personnage après son décès, son sacrifice héroïque dans Smallville. Le fait qu'on soit dans un univers qui plus tard, dans un autre épisode, retourne dans cet univers-là, où on switch entre Clark et Clark Luthor, où du coup on est dans une situation où on retrouve... En vrai c'est pas très original.
c'est que oui, c'est cool d'avoir le Ultraman, le syndicat du crime, etc. Mais en vrai, on a déjà eu tellement de situations où Clark s'est pris dans la kryptonite rouge durant plusieurs saisons, que réavoir un épisode où tu as un Clark méchant, menaçant, dans le monde normal, c'est pas le truc le plus intéressant au monde. Après, c'est sympathique, c'est sympa de voir un Clark qui est vraiment un pur connard, qui menace Tess, qui la touche bizarrement. Il y a un délire extrêmement particulier. Par contre, ça fume parce que ça va qu'en vérité, toutes les femmes du casting sont amoureuses de Clark. Ça me fume de rire. Au fond d'elle, elle ne veut pas l'admettre, mais ça se voit dans ce truc-là. Et à côté, tu as Clark qui vit surtout dans un monde où, en fait, on est dans un monde qui est préparé pour le tuer. C'est ça qui est très marrant, c'est que du coup, tu as tous les tu as tous les habitants de la Terre qui ont des kryptonites parce que Clark Luthor a tué Oliver et tout. Et donc, j'ai bien aimé cet épisode-là où, du coup, on confronte Clark à une nouvelle version de Jonathan Kent. Donc, on profite encore de John Snyder qui joue un Jonathan Kent complètement dépéri, qui a presque perdu sa ferme à cause des Queens, des Luthor, qui est un peu en dépression, et qui va kidnapper Clark en pensant qu'il a caché sa vie. Et ça va être intéressant de confronter ce Jonathan qui est un peu en désespoir, qui a tout perdu, mais qui en vérité maintient ses belles valeurs. Et donc Clark va utiliser ses valeurs pour faire en sorte qu'il sache que oui, je suis ton fils dans notre univers. Donc je crois que c'était une scène qui était assez touchante et qui fonctionnait plutôt bien. Et j'ai bien apprécié le fait aussi que du coup Clark batte du coup Ultraman par la raison en lui demandant de partir parce que c'est mieux pour lui, parce qu'il peut devenir quelqu'un de meilleur dans un monde où Lionel n'existe pas. Donc en vérité, on arrive à trouver un peu d'espoir dans ce monde plein de désespoir, nous allons dire. Donc c'était ça qui était intéressant dans cet épisode-là aussi. Et puis tu as un épisode où ils ont carrément fait Matrix. C'est qu'ils ont kidnappé tous les super-héros et ils les ont enfermés dans une réalité virtuelle. Donc quand tu te réveilles, t'as Oliver qui est dans un asile, t'as Clark qui a plus de pouvoir, et ils se disent what the fuck, il s'est passé quoi? Et du coup tu as une Chloé en mode Néo qui a des pouvoirs de partout, qui manipule la réalité, qui leur dit qu'ils sont dans une fausse réalité, et du coup tu as Oliver et compagnie qui vont devoir sauter d'un building pour pouvoir se réveiller. Mais bien sûr, Clark il est en mode, bah frère, je vais pas me suicider pour ça, tu vois. Du coup, dans tous les cas, il faut convaincre Clark qu'il est dans une fiction, qu'il est dans une matrice, en gros. Et du coup, je crois que c'était un épisode concept sympathique. C'est un épisode qui était surtout là pour ramener Chloé et conclure son arc qui avait disparu depuis plusieurs épisodes. Donc on découvre qu'elle s'est sacrifiée pour rejoindre la Suicide Squad de Flag et Deadshot. Là, il y avait Plastique, qui faisait partie de la Suicide Squad dans le début de la saison 10, et on l'a plus jamais revu. D'ailleurs, je viens de penser. Voilà. Et ouais, l'épisode était sympathique, c'était rigolo de rendre hommage à Matrix, ce movie qui retente un peu un genre cinématographique, un hommage. C'est rigolo, surtout avec Chloé, ça passe bien. Tu vois, comme ça, tout le casting a eu des super pouvoirs, voilà, comme Chloé, du coup. Donc voilà, Chloé est revenue, elle reste dans le casting pendant quelques épisodes, avant de redisparaître encore plus tard. Et du coup, il y avait aussi tout l'arc sur Alexander Luthor, donc cet enfant que Tess a pris sous sa garde, en espérant pouvoir créer une version de Lex Luthor qui soit une bonne personne, un gentil Lex Luthor. Donc en devenant plus ou moins la mère de ce pseudo Lex Luthor, de ce clone de Luthor. Et personnellement, je savais qu'il était national, mais j'avais complètement oublié, du coup je m'attendais pas du tout à ce que Alexander Luthor devienne Superboy. Et que du coup on devine qu'en plus d'être le clone de Lex, il est le clone de Clark aussi. Bon, en tout cas, il a son ADN de lui aussi. Et du coup, c'est cette version de Connor Kent, du coup, Superboy qui est introduite. Donc il y avait déjà tout l'épisode où tu avais Lionel qui voulait essayer de l'adopter. Bon, comme j'ai dit, j'ai un peu du mal avec le côté multivers, Lionel et tout. Lionel qui reprend Luthor Corp giga facilement alors qu'il est censé être mort. Puis Tess qui réussit à prouver que c'est pas le vrai, donc Tess reprend et tout. J'ai eu du mal avec toute cette partie-là. Après, c'est pour confronter Tess à son héritage, le fait qu'enfin Tess puisse se confronter au casting des Luthor, parce que Tess elle était un peu toute seule durant deux saisons, on va dire, sans Luthor, alors qu'on disait à fond que c'était une héritière des Luthor et tout. Donc il y avait tout ce délire-là. Mais voilà, mais voilà, on avait ce double épisode où du coup Alexander devient un gentil et accepte le clan Kent. Et ensuite, t'as l'épisode où il devient Superboy, où du coup c'est intéressant de voir Clark qui a grandi, qui va donc élever du coup Connor pour contrôler ses pouvoirs. Et donc il y a ça qui est intéressant face à Lionel qui lui va lui donner la kryptonite rouge et pour qu'il réveille son côté Luthor, on va dire. Et là il y a ce passage épisode que j'ai pas du tout aimé où t'as Connor qui essaie de draguer Lois, qui est devenu obsédé par Lois alors que le gars il a 16 ans. J'ai trouvé ça super bizarre, j'étais pas du tout fan de cette idée-là. Mais bref, après il devient gentil, il aime Tess, il s'en va, il est bien élevé. Et donc il devient Superboy, il porte le costume, le petit t-shirt à la fin. Ça me fume de rire quand même qu'on est dans une série Smallville où le gars est toujours pas Superman. On est Superboy, tu vois, ça m'explose. Mais bref. Et donc ensuite on a un épisode que j'ai pas du tout aimé sur Dessad. Donc le fait on t'introduit Dessad, l'agent de Darkseid, qui est propriétaire d'une sorte de discothèque, qui tue des gens un peu à la Fincher, un peu en mode de tueur en série, et du coup au bout d'un moment on découvre que c'est ce mec là. Pour moi Dessad c'est le bras droit de Darkseid, c'est le mec moche sous une capuche, tu vois. C'est pas le beau gosse qu'ils nous ont mis dans cette série, donc j'ai pas du tout aimé comment ils ont représenté Dessad dans ce délire-là. Et puis oui, ils ont fait un épisode de Very Bad Trip. Ça m'a complètement surpris, dans le sens où, pourquoi il y a un truc à la Very Bad Trip dans Smallville? Après, je pense que l'intention c'était vraiment que, vas-y, c'est la dernière saison, faut un épisode un peu posé, un épisode un peu feel good, un épisode un peu drôle, où on se pose bien avec les personnages, où on crée des moments d'émotion,
C'est du coup, on est exactement sur la même structure que Very Bad Trip. Ils font une fête à la veille du mariage de Clark et Lois. Ils se réveillent, ils sont tous dans des situations qui n'ont aucun sens. Clark qui a dormi avec Chloé, qui a la bague de Lois. Lois et Oliver ensemble sur des rails de train, tu vois, des trucs comme ça. Emile Hamilton, d'ailleurs, pensez au personnage de Emile, qui était très régulier durant ces 2 dernières saisons, qui aidait tout le monde. J'aimais bien sa relation un peu amicale avec Tess, et qui là, on fait un peu le cliché du mec extrêmement introverti à lunettes, qui là, du coup, devenir Elvis Presley et faire des chants de comédie musicale et tout. La vanne était rigolote, mais Emile, c'est vrai que dommage qu'Emile ait disparu. Alors c'est qu'Emile, après, il n'a pas d'épisode conclusion ou de plan final sur lui, il y a juste, à un moment donné, il est juste plus là, genre. Un peu dommage pour lui, mais sinon c'était un bon personnage. Mais voilà, l'épisode était rigolo, puis à la fin ensuite on découvre pourquoi ils ont affronté le méchant Amos Fortune, donc un mec de casino qui a un ennemi Superman des comics il me semble, et donc ensuite ils revoient, ils tombent sur la caméra où il y a tous les rushs de ce qui s'est vraiment passé, comme dans Very Bad Trip, ils ont la révélation, et c'est rigolo, surtout quand t'as Emile qui fait un bisou à Tess, tu vois, c'est marrant, donc voilà. Donc c'est un épisode qui était sympathique émotionnellement, après c'était un truc qui n'était pas du tout nécessaire, ils voulaient encore faire un genre et un hommage un peu rigolo, donc ils l'ont fait on va dire. Et ensuite du coup on a eu l'épisode sur Booster Gold, du coup, que j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai grandi avec cet épisode-là. Et c'est vrai que maintenant, qu'en ayant revu cet épisode-là maintenant, l'acteur qui joue Booster Gold a une grosse vibe Homelander. Et du coup, je ne vois que ça quand je le vois, quoi. C'est vrai que, surtout que le personnage est similaire. C'est un personnage qui n'existe que pour l'attention des gens, qui n'existe que pour être aimé et pour être une espèce de sponsor vivant. Il a des trucs de sponsor partout dans son costume. Donc ils ont plutôt bien respecté l'esprit du personnage. Après, bien sûr, dans une série Smallville, c'est particulier de déjà avoir Booster Gold. Après, je vois le truc thématique, c'est de montrer une version d'héroïsme que Clark n'est pas, et donc de voir un héros déjà établi qui doit être inspiré par Clark pour devenir un vrai héros, parce qu'il a beau faire tout ça pour l'attention, on voit que c'est un vrai héros dans le fond, qu'il a un bon fond, notamment quand il réussit à convaincre Bob Little de contrôler ses pouvoirs et de devenir quelqu'un de bien et tout. Donc on voit que c'est quand même un mec bien, du coup, l'interprète le personnage de Booster Gold. Et puis du coup, il voulait aussi faire le duo un peu iconique des comics entre Booster Gold et Blue Beetle. Sauf que là, ils le font avec la version récente de Raimi et Reyes. Bon, ils font le cliché du gamin qui se fait tabasser par des gens qui se bully. Là, je n'étais pas trop fan. Et qui à la fin se fait sauver par Booster Gold, et du coup, les deux vont former un petit binôme. Mais il y a aussi Ted Cord dans l'épisode, parce que normalement, Booster Gold, la comics, c'est un binôme avec Ted Cord. Mais là, du coup, ils en ont fait un méchant capitaliste un peu connard, donc je suis pas très fan de ce qu'ils ont fait de Ted Cord. Bon, Blue Beetle, techniquement, c'est un Blue Beetle de Wish, ils n'ont pas le budget pour faire l'armure du film, par exemple. Mais voilà, pour l'épisode que c'est, j'ai trouvé ça agréable, sympathique, et donc de développer tout ce côté-là. Et du coup, ce Booster Gold qui connaît le futur de Clark et qui jouait, et qui est en vérité un loser, comme Booster Gold, là. C'est un mec du futur qui a volé des trucs futuristes pour avoir l'air stylé et héroïque dans le passé, notamment la bague de la Légion des super-héros. Donc c'est intéressant de développer son point de vue où lui, il sait que Superman, c'est un héros de fou, et donc il est en mode, moi je voulais prendre ta place, en fait. Donc je trouve que c'est intéressant sur la psychologie du personnage, et donc l'épisode sur Booster Gold fonctionnait plutôt bien, pour le coup. Et ensuite, on avait un épisode que j'ai bien aimé, l'épisode en mode Gladiator. Ils ont fait un mélange entre Mad Max et Gladiator, avec cet épisode où du coup Oliver et Clark se retrouvent enfermés dans la zone fantôme, qui est donc maintenant commandée par Zod. Du coup, Callum Blue revient en Général Zod, en Major. Son Zod, ils ont dit que les deux Zods ont fusionné, le vrai Zod et le Major, donc c'est le seul Zod qui reste, du coup. Donc il a tous les souvenirs de toutes les saisons où il était présent. Et donc on est clairement sur un truc à la Gladiator, où Zod c'est un peu le Commodus du coup de l'épisode, et donc il organise des combats de gladiateurs où seul le plus fort survit à chaque fois, et puis après il laisse le choix de la mort est obligatoire dans le combat, quoi. Donc on est dans un concept très gladiateur que j'ai aimé parce que ça m'a beaucoup fait penser au comics Superman Warlord. Donc un comics en vérité où Superman est envoyé par l'antagoniste Mongul dans une planète qui est prise par un soleil rouge. Du coup Superman n'a plus ses pouvoirs et donc il va devoir se battre en tant que gladiateur sans ses pouvoirs, avec une petite armure de gladiateur avec un beau S en métal. Et c'est vrai que c'est un type de concept que j'aime bien, de montrer que Superman, en dehors de ses pouvoirs, c'est un mec débrouillard, c'est un mec qui est vraiment cheaté, qui s'est vraiment exercé, et c'est pas juste un mec qui profite juste de ses pouvoirs et qui sait rien faire à côté, tu vois. Donc c'est le type de choses que j'aime bien, notamment là du coup on met en confrontation Oliver et Clark avec une petite cape rouge sur son armure, donc c'est plutôt cool. Du coup, donc c'est assez intéressant de voir le combat. En plus, là il se la joue à fond Spartacus 300. On voit l'inspiration avec des big slow motion et du sang, quand même, il y a du sang. Hein. De toute façon, j'ai dit, dans cette saison, en termes de violence, ils se retiennent pas trop. Hein. Ils sont quand même assez chill sur ça. Et du coup, l'épisode fonctionnait plutôt bien. Bon, il y a des trucs un peu cons, genre Zod qui essaye de convaincre Oliver de trahir Clark, alors que frère. Clark, Oliver le connaît depuis 5 ans, toi il te connaît depuis 1 an, il t'a vu 2 fois, frère, faut arrêter. Hein. Mais ouais, c'était sympa de revoir Callum Blue qui refait le méchant Zod un peu définitif, la version un peu de base du personnage, un peu dictateur. Donc ça marchait assez bien avec une DA très Mad Max, bien sûr, des vêtements pas beaux, machin. Et puis on avait l'épisode 20 avec Soliman, qui m'a beaucoup fait penser à All Star Superman, parce que du coup le dernier défi que Jor-El propose à Clark, c'est du coup de faire en sorte que Lois ait ses pouvoirs et pas lui.
pendant 24 heures, Lois a les pouvoirs de Clark. Du coup, c'est intéressant de voir Lois les exploiter, découvrir la super vitesse, etc. avec Lois, qui écrit des articles en 2 secondes. Après, ils auraient pu faire plus. Je trouve pas qu'ils ont fait des trucs de ouf avec ce truc-là, mais ça rappelle bien sûr le comics All-Star Superman, et du coup d'ailleurs c'est l'inverse, parce que là, on le fait pour terminer la formation de Clark en Superman, alors que normalement dans le comics, c'est quand il est en train de mourir, et qu'il se dit que l'une des dernières choses que je veux faire avant de mourir, c'est faire en sorte que Lois puisse ressentir comment moi je vis ma vie tous les jours, en 24 heures, en lui filant mes pouvoirs. Donc là, c'était un peu là, ils ont fait autre chose, mais c'était correct. Après, ils n'ont pas fait une tonne de choses avec ça non plus. Et puis, il y a Toyman qui revient un peu à l'Hannibal Lecter dans sa prison, et c'était sympa de le revoir. J'aime bien cette relation de héros-méchant. Du coup, le méchant connaît l'identité du héros, mais il va le garder pour lui parce que c'est un avantage stratégique pour lui, parce qu'il pourra plus s'amuser s'il le dévoile aux autres, tu vois. Donc ça, pour le coup, c'est un concept que j'ai bien aimé avec le personnage de Toyman. Et du coup, ils nous ont fait la Legion of Doom. Alors, là, l'univers d'ici, il y a une scène dans Smallville de la Legion of Doom, tu vois. T'as Metallo, t'as Roulette, qui est maintenant méchante, depuis l'épisode de The Game, bien sûr. T'as Salman Grandi, t'as Captain Cold, t'as Black Manta. C'est mais what the fuck, tu vois, dans Smallville. Après, je comprends le teasing en mode, ouais, là, on est en train, là, c'est presque la fin, on sera presque dans un univers d'ici définitif. Vas-y, à la Justice League, vas-y aussi la Legion of Doom, tu vois. Donc ça, c'est un teasing que j'ai bien aimé, que je trouvais plutôt cool. Bon, dommage qu'ils n'auront pas le budget et qu'on verra jamais les résultats de ça, mais c'était assez sympathique de voir ce type de teasing aussi. Donc c'est un épisode qui était globalement sympathique, c'est pas une dinguerie non plus. Là où ensuite, du coup, nous arrivons enfin sur le double final de la série, du coup. Double final où du coup tu as Clark et Lois qui sont censés se marier. Donc là ils sont en train de se préparer, et tu as tout le dilemme de Lois qui commence à pleurer devant Clark, et qui dit que non, moi je suis un fardeau pour toi, il faut que tu sauves des gens, je te ralentis, etc. Et du coup j'ai trouvé cette scène assez touchante parce que déjà Erika Durant ça joue trop bien. J'ai toujours dit du bien d'Erika Durant, c'est formidable dans Lois, mais du coup elle peut passer de la meuf super cool, chill, déconnante et tout, et là elle fout en larmes, elle est en émotion, elle est touchée de fou, et en contre-champ ensuite t'as Tom Welling, elle ses gros yeux qui bougent pas, qui est en mode oh, ça m'hilare là, le jeu de Tom Welling en Clark Kent, il joue pas trop, quoi, c'est ça qui me fait rire, mais son Clark Kent m'a toujours fait rire tellement il joue pas très bien, tu vois. Là où le reste du casting est toujours très bon, même le Sinarplay, il a fait des efforts, je le trouve meilleur qu'avant, je trouve le casting mieux qu'avant. Tom Welling, est quand même mieux qu'avant, il a quand même grandi, il a mûri, il dégage un peu plus de choses, mais il est pas très bon, faut être objectif. Mais c'est marrant. Du coup, l'épisode fonctionnait, parce que là, du coup, on est en train de setup tout pour le final, les clones de Luthor, la planète Apocalypse, qui est plutôt bien rendue, c'est le seul truc de l'univers de Darkseid qui est bien rendu dans cette saison 10, qui arrive, Lionel qui est possédé par Darkseid, tous ces trucs, toutes ces choses-là, et du coup, le fameux mariage où tu vois ces séquences d'émotions, où tu as Clark qui a écrit une lettre à Lois et Clark qui se parlent entre la porte parce qu'elle a la robe et tout. Par contre, il faut bien me dire un truc, mais en Smallville, ils perdent pas de temps. Hein. Dès qu'il y a un couple qui se fait, 1 ou 2 saisons après, ils se marient, ça me fume de rire. Ils sont tellement expéditifs. Au point que la plupart des mariages soient cancel après. Mais c'est vrai que dans ce moment, les mariages, ça fuse, hein, puis ils déconnent pas. Et je me dis qu'ils ont mon âge dans cette série, normalement. Hein. Bon, le mec il a 30 ans, mais vas-y, ils ont ça en avoir 23, 24. Mais bref. Mais du coup, c'était assez fort d'émotion, et puis tu as le mariage, et comme tout mariage de comic book movie se l'impose, qui part en cacahuète, parce qu'il y a un gros combat avec Oliver qui, depuis le début, était contrôlé par le symbole Omega. Parce que j'avais oublié de le dire, mais il y avait tout un arc avec Supergirl, où là aussi on nous montre à quel point Jor-El est un giga connard. C'est vrai que Jor-El, je comprends pas. Jor-El, ils ont vraiment fait un connard, il est vraiment détestable. D'ailleurs, mes respects à Terrence Stamp, paix à son âme aussi, qui a quand même joué Jor-El dans toutes les saisons depuis la saison 2 ou 3, je crois. Le mec, il a été là depuis quasiment le début. Hein. Et c'est un peu qu'ils aient quand même gardé Terrence Stamp, alors qu'ils avaient déjà casté un Jor-El en live action, ils ont quand même gardé la voix de Terrence Stamp, qui n'est pas du tout la même voix que le Jor-El qu'ils avaient casté en live. Johansson, du coup, paix à son âme aussi. Tout le monde est mort. Hein. Toyman aussi, l'acteur, malheureusement, il est mort. Chris Gauthier, paix à son âme. Il n'y a rien qui va. Moi, j'imagine sa journée à Terrence Stamp, chaque année, il va dans le studio de Warner, il passe sa journée à faire les voix de Jor-El et il repart. Et on rendez-vous l'année prochaine. Et du coup, ils ont fait de Jor-El un vrai moi, il a toujours été un connard, mais là, je me dis, mais Jor-El qui est en mode Supergirl, ne dis pas au revoir à Clark, tu dois partir, prends la Légion et va-t'en, vis ta vie chez la Légion. T'as pas le droit il doit être tout seul pour son combat final, tu n'as pas le droit de venir. Parce qu'on n'a pas le budget pour mettre plein de super-héros, barre-toi. Et c'est tellement nul, normal que Clark tu vas se final contre lui tout seul. Normal, c'est son accomplissement, il devient Superman. Mais genre même pas lui dire, même pas donner l'autorisation à Clark de dire au revoir à Clark, frère. Elle peut le dire, je pense que ça changera rien à la prophétie, tu vois. Bref. Mais bon, du coup, voilà, Supergirl s'en va. Et la petite relation avec Green Arrow dans les grottes où on découvre l'arc d'Orion. Du coup, ils ont voulu connecter l'Orion des comics d'ici, de l'office de Darkseid, avec la constellation Orion, du coup, dans l'espace. En vrai, je pensais qu'ils allaient faire un truc de fou. En mode, ils ont trouvé un moyen pour rendre Green Arrow important dans ce film. En mode, lui,
il va pas de Darkseid en prenant l'arc d'Orion parce que c'est un archer, donc c'est cohérent. En fait, non, l'arc est pété, en fait, Oliver, il fait plus grand chose du reste de la série. Mais bref. À part fighter, du coup, parce qu'ils aiment bien faire les combats entre Clark et Oliver, fighter, du coup, Clark durant son mariage, où, du coup, comme je dis, j'aime bien la vibe horrifique, religieux, un peu démoniaque qu'ils ont donné à tout l'univers de Darkseid. Du coup, tu as l'eau bénite qui devient noire, et à la fin, t'as Oliver qui écoute les paroles de l'amour, et qui, du coup, ces larmes noires deviennent des larmes classiques, tu vois, c'est beau, tu vois, ça marche bien. Et puis, du coup, il y a Clark qui va aller voir son père dans la ferme et qui lui dit que maintenant t'es prêt, fils, faut affronter ta menace. Et ouais, la scène était belle parce que du coup tu as le fantôme de Jonathan et tu as Martha qui est là pour de vrai. Du coup t'as les trois qui sont à câlin sans que Martha le sache qu'il y a le fantôme avec eux. Donc c'est très joli comme plan final avant de passer au tout dernier épisode. Et le dernier épisode, je dois vous avouer que j'ai trouvé ça un peu expéditif. C'est que l'épisode, j'aurais bien dû faire durer 1h, 1h10, tu vois, pas 40 minutes. C'est que après c'est les chaînes de télé et tout, mais je trouve que tout va trop vite. C'est que du coup dans cet épisode-là, tu as du coup Lionel qui kidnappe Tess, Tess qui tue Lionel, Lionel qui donne son cœur à Lex, Lex qui revient à la vie, Lex qui parle à Clark 2 minutes, Clark, Lois qui a parlé au président dans un avion, Clark qui va aller se faire un récap de toute la série dans la forteresse, Clark qui prend le costume, Clark qui pousse Apocalypse, ah non, Chloé qui raconte l'histoire à son gosse, et la scène du futur de fin d'épisode. L'épisode a tellement de trucs à terminer, a tellement de trucs à fermer, qui fait tout très vite et de façon très expédiée. C'est que tu as tout l'essentiel qui est présent dans ce final, bien sûr, tous les arcs sont à peu près clos, mais c'est vrai que tout va tellement vite que tu te dis on aurait pu tellement prendre plus le temps sur le développement des personnages, sur ce qu'ils sont devenus, sur l'accomplissement des personnages, mais en vérité tout va tellement vite, et c'est un peu dommage, et c'est pour ça que je trouve que l'épisode est quand même un peu décevant, il y a d'autres aspects qui sont assez décevants aussi, mais du coup déjà le retour de Lex Luthor, de Michael Rosenbaum, qui malgré son contrat, qui malgré le contrat qui ne m'avait pas plu, tenait à venir au moins pour le final pour conclure son personnage parce que lui d'avoir Lex Luthor vivant à la fin de son vie, tu peux pas faire le truc sans Lex Luthor. Et du coup déjà bien sûr ils n'ont pas expliqué d'où il venait exactement son Lex Luthor parce que à dernière nouvelle il était mort. Selon les showrunners ils auraient pris des morceaux de son corps du Lex Luthor original pour rebâtir ce nouveau Lex Luthor. Mais est-ce que c'est un clone de Lex Luthor bâti à partir des différents clones? Et donc c'est pas le vrai c'est juste un Lex Luthor qui a la mémoire de Lex Luthor, ou est-ce que c'est quand même le vrai Lex Luthor, tu vois? Ça c'est la vraie question. Est-ce que c'est le vrai qui n'a jamais été mort, ou je sais pas, ou est-ce que c'est peut-être que c'est le vrai parce que c'est Darkseid qui l'a ressuscité, donc peut-être qu'il y a un délire de magie, de démons, qui fait que peut-être que c'est le vrai Lex Luthor. Mais bref, Rosenbaum est de retour à Lex Luthor, c'est pas très expliqué, mais il est là. Et ça me fume parce que à peine il se réveille, à peine la scène d'après avec lui, c'est lui qui parle avec Clark et qui savait que Clark serait là. Tu vois, je trouve ça assez drôle. En mode le mec qui se réveille, il s'est fait sauver par son père, alors que normalement son père lui était mort. Il y a Tess qui est là, il y a une planète sur Terre, et lui il est en mode vas-y je vais papoter avec Clark, tu vois, je suis en mode c'est tellement expédié comme délire. Et du coup c'est cool parce que on revisite tous les grands lieux iconiques de la série, les planètes, le manoir des Luthor, la forteresse et la ferme bien sûr. Donc on revisite tous les lieux iconiques une dernière fois dans ce final. Et écoute, tu as cette séquence que j'aime bien, j'aurais aimé qu'on en ait plus, qu'on développe plus de trucs, mais c'est déjà beau d'avoir eu cette scène entre Lex et Clark, ces retrouvailles. Oui, du coup, c'est vraiment une grosse discussion entre héros et ennemis, entre frères d'armes qui sont maintenant vilains, opposés. Et ça, c'est assez intéressant. Du coup, toute l'histoire de Lex, il parle que l'histoire se rappelle pas du sang, mais des noms, et se rappelle des grandes rivalités, des grands noms, des méchants, des gentils. Et ça, c'est assez cool. Et Clark qui s'excuse envers Lex de ne pas l'avoir sauvé. C'est la fin du monde, mais on a le temps de parler, donc dans le scénario c'est pas un ouf en vrai, mais les acteurs sont, l'alchimie est encore présente entre les deux, et ça marche bien, ça fait plaisir de voir Rosenbaum le temps de 2-3 scènes, après c'est dommage qu'il soit venu que pour 2 scènes, quoi, puis il y a ça, et puis ensuite il y a la scène où il rencontre Tess, et en vrai bravo aux acteurs, parce que les acteurs doivent jouer de manière à faire genre qu'ils se connaissent depuis toujours, parce que du coup, Tess est censée être la coach, c'est ça, c'est que dans les saisons 8, 9, 10, ils n'arrêtaient pas de nous dire que Lex, pendant les saisons 6 et 7, genre, le mec il a fait plein de trucs. On l'a vu tellement de fois dans les saisons 6 et 7, mais en hors-champ, le mec, il a coaché Tess, il s'est créé des clones, il a prévu que s'il meurt, il y aurait un clone et tout. On l'a jamais vu en hors-champ, mais dans le champ, on l'a vu en hors-champ, il a fait plein de trucs. Et bien sûr, les clones aussi, c'est un grand retour en arrière sur les épisodes de la saison 2, je crois, où t'as une gamine qui s'était clonée et tout. Donc on fait aussi la boucle sur ça. Et du coup, comme aussi on fait aussi la boucle sur la main défoncée de Lex Luthor, qui était présente dès son flash forward en costume blanc, avec un gant noir qu'il avait dans sa vision en saison 1, avec l'oracle. Et du coup, en vrai, les acteurs sont bons, les deux respirent bien la vibe un peu Luthor. Et je trouve que du coup, ils ont bien réussi à bien retranscrire le fait que les deux se connaissent, alors que normalement, dans la série, c'est la première fois que Lex et Tess se voient dans le champ, du coup. Donc c'est assez intéressant, du coup, tu as cette relation où, du coup, telle Tess qui tue Lionel, Lex tue Tess, du coup, les lutteurs s'entretuent tous, et donc Tess meurt avant de devenir une méchante, et donc meurt derrière la rédemption que Clark lui a offerte en étant quelqu'un de bien, et meurt en sauvant Clark en effaçant la mémoire de Lex, et ça, c'est un truc que j'ai détesté. Ça pue du cul.
frère, Lex, tu me dis, oh, Michael revient enfin Michael revient en Lex pour le final, trop bien, on va enfin retrouver Lex. Boum, 2 scènes après, il a tout oublié. Je fais, mais déjà, ça servait à quoi de se mater les 7 saisons de Lex Luthor, si c'est pour effacer sa putain de mémoire, déjà. Et frère, j'ai l'impression d'avoir reperdu Lex Luthor, on l'a à peine retrouvé qu'on l'a reperdu. Tu fais, mais non, frère, mais non. Du coup, je suis pas du tout fan de ce qu'ils ont fait de ça, et je trouve que ça nique le truc, et je vois pas l'intérêt de l'avoir effacé la mémoire. Pour moi, Lex Luthor, c'est comme Taliban, c'est typiquement le gars, il va garder le fait qu'il connaisse l'identité de Clark comme avantage stratégique, il va pas le dévoiler à tout le monde, tu vois. Pour moi, il peut avoir vécu tout ce qu'il a vécu, tout en étant le méchant de Superman, tu vois, y a pas de souci. Donc moi, c'est un choix que je ne comprends pas, que je n'apprécie pas, mais voilà, ils ont fait ce choix-là est présent, donc on fera avec, mais du coup, Tess meurt, donc bonne conclusion, je dirais, pour le personnage, et puis tu as toute la partie, du coup, Clark va se retaper toute la série, du coup, dans la Forteresse de la Solitude, un peu long quand même. Donc t'as Lois qui va parler au président, qui va convaincre le gouvernement, donc on donne un truc giga ouf à faire à Lois pour le dernier épisode. Et donc Clark ensuite va porter le costume, à peu près. Du coup j'aime bien le symbole, du coup c'est beau le symbole des 2 pères qui sont là, la forteresse, Jor-El et Jonathan qui lui donne le costume, ça c'est beau. Et du coup, il devient Superman avec le costume de Superman Returns que Warner a emprunté à la série. Ah, sauf que là en CGI, ils ont ajouté le S jaune dans le dos pour prouver que légalement, c'est pas le costume de Superman Returns, on peut l'utiliser. Mais du coup, Tom Welling n'a pas vraiment porté le costume. C'est ça le truc qu'on pourrait reprocher, c'est que Tom Welling, du coup, il y a une règle qui s'est faite durant toute la série, c'est no tights, no flags. Donc pas de costume, pas de vol. Bon. Du coup, c'est-à-dire que Tom Welling n'a pas le droit de voler avec le costume de Superman. C'est une règle que les showrunners auraient établie, mais en réalité, je pense que c'est surtout eu un choix de restriction de la part des Warner Bros. Mais du coup, c'est bon Clark qui vole. D'ailleurs, oui, c'est bon Clark qui vole. Il affronte Darkseid, il fonce sur Darkseid, c'est bon, Darkseid est battu. Bon, ça pas ouf. Surtout que le Darkseid, en vrai, j'ai trouvé très très kitsch. Hein. Déjà qu'on voit pas beaucoup sa vraie forme, mais là quand tu vas entendre parler avec sa grosse voix de méchant classique, un peu kitsch, sous Lionel Luthor, c'était pas dingue non plus. Après, je comprends le symbole de voir Lionel Luthor en tant qu'antagoniste un peu final de Smallville. Il y a un truc, mais après j'ai toujours dit que j'avais du mal avec Lionel Luthor dans cette saison 10, le fait de le ramener, c'est pas mon délire. Mais du coup, là il est enfin Superman du coup. Mais Tom Welling n'a jamais porté le costume, parce que je pense que Warner ne voulait pas qu'il le porte, et aussi Tom Welling a dit dans une interview qu'il voulait pas le porter, qu'il ne souhaite pas le porter non plus, donc ce serait un peu à l'amiable qu'il se là. Mais du coup c'est un peu con, déjà c'est un peu con pour un mec qui a joué Clark Kent pendant 10 ans, mais c'est un peu con parce que du coup ils ont utilisé 2 procédés pour faire en sorte qu'on le voit quand même dans Superman. Soit tu fais des gros plans larges, on voit un modèle CGI déguisé en Superman, soit tu vois Tom Welling en gros plan sur son visage avec la cape qui flotte en CGI derrière lui pour faire genre qu'il a le costume alors qu'il l'a pas du tout. Du coup j'ai trouvé ça très marrant de voir comment ils ont tout fait pour le montrer en Superman, tout en l'ayant pas déguisé en Superman, quoi. C'est tellement un délire ce truc. Mais voilà, après je crois que les effets spéciaux étaient assez dégueulasses en manière générale sur ce dernier épisode, pas très beau. C'est qu'ils ont fait en saison 9, il y avait des trucs là on sent qu'ils n'avaient pas le budget, tu vois. Donc même pour ce movie, je trouve qu'ils n'avaient pas tant de budget que ça. Après c'était stylé de voir du coup Superman pousser Apocalypse, etc. Ça c'était cool. Mais ouais, après c'est déjà la fin, t'as Chloé qui racontait son histoire à son gosse, donc son gosse du coup. Et d'ailleurs on voit que le comics que Chloé racontait, c'est un comics qui est dessiné par un dessinateur qui est assez connu, c'est que je reconnais les dessins, je sais que c'est un mec qui fait des comics chez DC, donc l'hommage est cool. Et du coup on vient voir Chloé qui dit au revoir à son enfant. On voit que c'est un peu la chambre d'Oliver, parce qu'il y a des flèches et tout, il y a des trucs un peu comme ça verts. Après, dommage qu'on n'ait pas donné de scène de conclusion à Oliver, c'est que Oliver on le voit juste vous dire ouais Clark fait ça, et on la voit plus jamais, on a fini avec Oliver. Dommage qu'on la voit plus. Au moins qu'il fasse un truc de fou, au moins qu'on le voit avec Chloé dans la chambre du petit à la fin, je sais pas. Mais bon, après c'est pas grave. Et ensuite tu as le flash forward du coup en 2018, 7 ans plus tard, où tu vois la Lois Lane classique Oney Planet, avec le Clark Kent classique Oney Planet qui est un peu maladroit et tout. Il entend qu'un danger arrive. On voit Aaron Ashmore qui joue le vrai Jimmy Olsen cette fois, qui est un petit peu jeune, un petit peu pris du dessus par Lois. On entend Perry White gueuler à tous ces reporters, donc il y a aussi ça qui est intéressant. On voit que Lex Luthor est enfin devenu président des États-Unis avec son costard, donc ça c'est la boucle bouclée par rapport à toutes les fois où on l'a vu en président durant la série. Et du coup Clark ensuite sort du haut du Planet et sort le costume de Superman, fin de la série, avec la musique iconique de John Williams. Donc en vrai c'est une très bonne fin, mais comme je vous l'ai dit, si on enlevait le contexte du fait que c'était une série Smallville, c'est décevant. C'est que là tu dis tout va trop vite, il faudrait que ça dure 1 heure. Darkseid, c'est pas comme ça que tu le pas, Darkseid c'est un méchant trop important pour ça. Lex, il faudrait expliquer, il faudrait faire plus de trucs avec lui. Mais comme c'est Smallville est connu quand même pour faire des trucs un peu cons, pour expédier des choses, pour pas avoir le budget pour certaines séquences d'action, etc. On pardonne un peu plus. C'est que ouais, le final il est ok, ça va. Tu vois, c'est pas catastrophique. Après, moi, comme j'ai dit, je suis pas un grand fan des finales de Smallville, c'est tout le temps expéditif, il y a toujours le temps quelque chose de décevant. De toute façon, souvent les meilleurs épisodes de Smallville, c'est les mi-saisons. Parce que les mi-saisons,
il traite de choses qui ont déjà été introduites et il pose des choses pour la suite de façon plus cohérente. Alors que dès que c'est la finale, il faut qu'ils fassent un truc explosif et ils n'auront pas le budget pour faire un truc explosif, en gros. Mais voilà, nous avons enfin terminé de parler de Smallville. Et donc je suis enfin libéré. I have been saved. Somebody saved me finally. Comme dirait l'intro de la série qui va tant nous manquer. Donc voilà, Smallville est terminée, mais pas tout à fait, parce que je peux aussi également vous parler de la saison 11. Donc je vous recommande la vidéo de Comic Storian, paix à son âme d'ailleurs, qui avait fait une vidéo où il racontait tout le comics en 5 heures de vidéo. Et donc vous pouvez taper ça, Smallville saison 11 récap, tu vois. Et donc moi je me suis fait cette vidéo-là. J'ai avancé, j'ai maté en 2 heures, parce que c'était quand même... voilà, quoi, ça m'a pas trop intéressé non plus. Mais c'est un comic book qui est canon à Smallville, qui se déroule 6 mois après la saison 10, et qui est considéré comme la saison 11 en comics, du coup, avec 22 numéros, comme les 22 épisodes, de 23 numéros, je crois. Du coup, il y a ça que vous pouvez regarder. Pour avoir regardé un peu ce que j'ai vu, bah, c'est très marrant, parce que c'est typiquement une saison de Smallville qu'on n'aurait jamais eu, parce que c'est une saison qui impliquerait énormément de budget. Parce que en gros, c'est une saison DC Comics, c'est une saison, du coup, la Clark et Superman, Lex a repris Luthor Corp, Lex Corp, du coup, et là, du coup, on t'introduit des antagonistes de Superman qu'on n'a pas eu dans la série, comme Cyborg Superman, comme le Prankster et autres. On t'introduit des trucs, on t'introduit l'Anti-Monitor, on t'adapte Crisis on Infinite Earth, on t'introduit Batman, on t'introduit Green Lantern, on te fait un arc sur les Yellow Lantern, on te fait un délire avec Flash, on te fait un délire avec Wonder Woman aussi introduite, on t'introduit tout ce que la série n'avait pas introduit. En gros, l'univers DC Comics. Alors déjà que la série avait déjà introduit beaucoup l'univers DC Comics, t'as aussi un arc avec Brainiac 5 dans le futur, avec les Kryptoniens de Zod qui ont évolué, la Légion des super-héros, Et voilà, et ce qui est intéressant, c'est que oui, quand dans les premiers runs du comics, les premiers numéros, tu as les dessins qui essaient de ressembler le plus physiquement possible aux acteurs de Smallville, mais plus le comics avance, plus tu passes de numéro en numéro, moins les personnages ressemblent aux acteurs de la série. Et donc à la fin je vois plus du tout Tom Welling en Superman, je vois juste Superman. Et en vrai c'est pour ça que je vois pas l'intérêt de faire une continuité de Smallville après la saison 10, parce qu'une fois que tu as fait la saison 10, bah en fait tu te tapes juste l'univers DC Comics, quoi. Un peu de détails près qui appartiennent à Smallville, notamment la présence de Chloé Sullivan, la présence de Tess, parce qu'ils font tout un délire où Tess est un fantôme dans la tête de Lex, et en fait non, elle est vraiment vivante dans la tête de Lex, et ensuite on en fait une IA, et ensuite elle devient Red Tornado. What the fuck, tu vois. Ça c'est un truc que Smallville aurait bien fait, tu vois. Mais il y a des trucs débiles comme ça dans ce comics aussi. Mais si ça vous intéresse, il y a ce comics-là qui existe, qui peut peut-être vous intéresser. Vous voyez du coup le Superman Tom Welling de rencontrer Batman et tout. Donc voilà, t'as des amis de Batman, bref. Et puis à côté de ça, bah, vous avez la petite séquence, le petit caméo qu'a fait Tom Welling avec Erika Jones. Après Erika Jones, c'était pas vraiment un caméo, puisqu'elle jouait déjà dans le Arrowverse, dans cet épisode-là, dans un autre rôle. Mais du coup, vous avez la petite séquence, la petite apparition qu'ont Tom Welling et Erika Jones durant le crossover du Arrowverse Crisis on Infinite Earth, du coup, que j'ai bien aimé, et qui est assez cool aussi parce que ça vous donne une conclusion quasiment définitive au personnage du coup de Clark et de Lois. Et du coup, dans ce crossover-là, du coup, tu as Tom Welling qui vit sa vie dans une ferme, tu as le Lex Luthor dans un autre univers qui va le menacer de le tuer et tout, et ça me fait chier parce que du coup, tu vois le Clark Kent qui avait le meilleur Lex Luthor de l'histoire faire face au pire Lex Luthor de l'histoire qui est celui de John Cryer que je déteste. Donc ça, j'ai pas du tout aimé. Et en plus tu le confrontes à Tyler Hoechlin et à la Lois Lane d'Elizabeth Tulloch avant Superman et Lois, donc à l'époque où je les aimais pas en gros, donc le Superman du Arrowverse, et à Iris West, et tu fais putain Tom Welling, on aurait pu te confronter de bien meilleurs acteurs, de bien meilleurs personnages, mais bon. En dehors de ça, je trouve que la conclusion du personnage est plutôt cool et assez cohérente, parce qu'en gros pour moi c'est un peu comme la reine Rhaenys dans House of Dragon, qui est la reine qui n'est jamais devenue reine, la reine qui ne le sera jamais, et ben Tom Welling c'est le Superman qui ne le sera jamais. Pour moi c'est un peu ça comme qu'il faudrait l'appeler, dans le sens où il a refusé le costume, il a dit qu'il refuserait de faire un caméo si on me demandait de porter le costume, et bien il ne porte pas le costume, et en fait on se dit qu'en fait Superman a pris sa retraite, il a abandonné ses pouvoirs, donc il a enfin pour la première fois Superman qui n'est pas immunisé, qui est immunisé contre la kryptonite, donc c'est déjà pour le nombre de fois il n'était pas immunisé avant, bah c'est déjà cool, et du coup il met une grosse tatane à Lex, en fait c'est juste un mec normal. Et d'ailleurs, il faut dire quand même que je trouve que Tom Welling, qui est pas un bon acteur de base, je trouve qu'il a du charisme même dans cette séquence, c'est que franchement, en 10 ans, il a pris du muscle, il a pris de la carrure, il a vraiment une vraie dégaine de fermier, il a vraiment une dégaine de fermier, pour le coup, ça marche bien, mais il a vraiment une dégaine de travailleur, de mec costaud, il a vraiment une carrière à la Superman, donc pour le coup, je trouve qu'il a quand même gagné en charisme au fil des années, ça marche assez bien pour lui, et cette séquence, j'ai trouvé assez belle, parce que du coup, tu as ce Clark Kent qui a abandonné ses pouvoirs, dans l'espoir d'élever tranquillement un enfant, avec Lois, à Smallville, dans une ferme, tu vois. Donc quasiment la même position que Jonathan et Martha au début de la série, qui élèvent leur enfant dans une ferme, comme Clark du coup. C'est donc Clark devient ce qui était son père, entre guillemets, un fermier sans prétention, qui vit sa petite vie de famille normale, avec son enfant et Lois. Donc Lois qui l'appelle Smallville et tout, le classique. Donc bon,
Erika Durance a pris un peu de botox, c'est un peu dommage, après elle reste belle aussi, elle reste belle quand même, mais voilà, ça fait plaisir de retrouver leur alchimie le temps d'une séquence de 3 minutes. Mais je trouve que ça crée une belle conclusion du coup à ce Clark Kent là, qui n'a jamais été Superman entre guillemets. Le seul truc qui me dérange, c'est que ça veut dire que vu que cette séquence se déroule en 2019, normalement, bah ça veut dire que Clark a été Superman que pendant 8 ans. Et pour moi psychologiquement, j'ai du mal à me satisfaire de ça, dans le sens où tu t'es tapé 10 saisons de lui qui doit devenir Superman, et il a été Superman durant moins de temps que toute la durée de la série Smallville. Bref, voilà, c'est le truc qui me dérange. Et donc voilà pour Smallville. Et à partir de là, quel serait l'avenir peut-être de Smallville? C'est que peut-être que vous ne voulez pas que ça s'arrête, peut-être que vous voulez une continuité. Eh bien, ça a été discuté parce que Michael Rosenbaum, donc créateur, interprète de Lex Luthor, a confirmé avec Tom Welling qu'ils étaient en train de développer à une époque une série animée Smallville et qui tentait donc de ramener tout le casting original pour doubler leur personnage. Bon, peut-être pas Alison Mack, mais du coup ça pourrait être intéressant, parce que moi j'ai dit, on va faire une suite à Smallville, c'est juste refaire DC Comics, c'est pas intéressant. Mais si tu ramènes des acteurs pour interpréter leurs personnages et donc entendre leur voix et entendre et comprendre leurs relations, ce serait déjà plus intéressant. Tu vas devoir Tom Welling en Superman mais en animation, de toute façon ce serait le retour le plus cohérent, le plus facile à faire je pense pour Smallville. Donc peut-être qu'un jour, surtout que maintenant que James Gunn est le patron de DC Comics et que James Gunn est un grand pote de Michael Rosenbaum, peut-être qu'on aura le droit à une série animée Smallville un de ces jours, je ne sais pas. Après, dans tous les cas, ce n'est pas grave si on ne l'a pas, quoi. C'est que Smallville s'est conclu sur les bases qu'elle avait promises, donc c'est très bien. Et il n'y a pas forcément besoin d'avoir une suite. Surtout que maintenant Tom Welling a une fin définitive aussi dans le rôle. Donc on verra si ça se fera. Ça me va si ça se fait, ça me va si ça se fait pas, on verra. Et pour vous, grands fans de Smallville, si jamais vous êtes intéressé par du contenu supplémentaire, bah déjà je vous recommande les podcasts de Michael Rosenbaum, qui s'appelle Inside of You, qui sont un podcast par semaine à peu près, où en fait il interviewe un acteur du domaine de la série télé ou du cinéma, un acteur, et du coup en gros il parle de santé mentale et de la vie un peu privée de cet acteur-là, et c'est assez cool. Donc c'est assez cool de voir tous ces acteurs-là, de les voir se dévoiler, de leur montrer un peu leur véritable facette. Donc c'est cool de voir Michael Rosenbaum faire ça. Et en parallèle, ça c'est le plus intéressant je pense pour vous, et en parallèle du coup ça fait 4 ans qu'il est en train de développer un podcast qu'il appelle Talkville, et du coup en fait il fait ce podcast-là avec Tom Welling depuis 4 ans, où en fait Michael Rosenbaum lui n'a jamais vu Smallville en fait. Et en fait, du coup, ils se tapent toute la série Smallville avec Tom Welling, et ensuite ils font un podcast d'1 heure à chaque fois, sur chaque épisode, où ils débriefent l'épisode, ils parlent de l'épisode, des anecdotes, etc. Et des fois, parfois, ils arrivent à avoir certains des acteurs de Smallville, ils ont eu John Schneider, Kristen Krug, Erika Durance, Annette O'Toole, John Glover, etc. Donc ce qui est assez cool. Donc voilà, j'ai regardé 2-3 vidéos en avançant comme ça, j'ai regardé 2-3 extraits, mais je pense que pour les grands fans de Smallville qui veulent se refaire la série, qui veulent un peu se refaire l'ambiance de la série, revoir les acteurs comment ils vont maintenant, souvent les acteurs sont bien conservés, les acteurs, ouais, 15 ans plus tard, ils se portent assez bien honnêtement quand je les revois dans les podcasts, en sachant que le podcast est encore en cours, parce que là ils ont fini la saison 8, là Rosenbaum doit se taper les saisons 9 et 10 avec Tom Welling, donc c'est pas encore fini, genre ils en ont encore au moins pour 1 an. Donc voilà, si vous êtes fan de Smallville et que vous voulez revoir les acteurs, il y a les conventions, et il y a ce podcast-là que vous pouvez retrouver sur YouTube, donc Talkville. Et voilà, nous avons enfin terminé de parler de Smallville. Ouf, quelle histoire, que des émotions, hein, que voilà. Bah, ça a quand même été 11 mois de ma vie, quand même. Bon, j'ai fait des pauses, comme j'ai dit, mais ça a été 11 mois de ma vie quand même, ça m'a porté. Et c'est vrai que dans un univers où c'est vrai qu'il y a 5 ans, il y a tellement pas de contenu Superman, et là maintenant, je me suis fait ça. Il y a Maya Dodge, je fais Superman, il y a Supergirl, il y a tellement de trucs Superman que ça me fait plaisir, et ça me fait vraiment aimer l'univers du personnage. Et cette série m'a aussi fait aimer l'univers du personnage malgré tout. Donc j'ai été quand même content de m'être fait du coup ce gros visionnage complet cette fois de Smallville durant tout ce temps. Et du coup à partir de là, je ne vais pas vous donner mes saisons préférées, mes épisodes préférés, ou mes persos préférés, ou mes pires persos, etc. Parce que je vais organiser un live avec d'autres collègues qui ont vu Smallville dans histoire que l'on puisse parler de cette série, parler de ce qu'on aime dans cette série ou pas, de façon plus chill entre nous. Et donc à partir de là, j'espère que je vous retrouverai dans ce live entre poteaux sur Smallville, où du coup je parlerai une dernière fois de cette série. Et à partir de là, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du coup de cette série, de ces dernières saisons, de ma vidéo. Et puis je vous remercie encore à tous d'avoir vu cette vidéo. Et puis désolé encore pour l'accident audio que vous avez eu. Et ciao.